La Chine était économiquement une puissance très faible, surtout par rapport aux États-Unis, disons en 1990. Et ce que les États-Unis ont décidé de faire à ce moment-là, c'est d'adopter une politique d'engagement envers la Chine. C'était le moment unipolaire, et l'idéologie libérale dominait aux États-Unis. Nous ne nous préoccupions pas de la logique réaliste. Les réalistes étaient considérés comme des dinosaures à l'époque. Ainsi, les États-Unis décident d'adopter une politique d'engagement avec la Chine, visant à rendre la Chine puissante sur le plan économique. En d'autres termes, nous, les États-Unis, avons alimenté la croissance économique de la Chine tout au long des années 90 et au moins pendant la première décennie et demie du XXIe siècle. Et la Chine, bien sûr, est devenue plus puissante. Lorsque des réalistes comme moi disaient que ce n'était pas une décision intelligente parce que cela revenait à créer un concurrent de même niveau, la plupart des décideurs politiques, des experts et des analystes aux États-Unis affirmaient que c'était faux. Ils pensaient qu'à mesure que la Chine deviendrait plus puissante économiquement et qu'elle serait intégrée dans des institutions du monde entier, des institutions dominées par les Américains, en y faisant entrer les Chinois, la Chine finirait par devenir une démocratie libérale, s'attacherait au capitalisme et deviendrait un acteur responsable parce qu'elle participerait à toutes ces institutions. Et le résultat final, c'est que cette Chine puissante vivra heureuse pour toujours avec les États-Unis, parce qu'ils sont tous deux des démocraties libérales. Et parce qu'ils sont tous deux des démocraties libérales, nous devrions nous attendre à un monde pacifique. Si vous regardez ce que disaient les Chinois à l'époque, eux aussi avaient une histoire idéologique à raconter. C'est l'histoire que raconte Jeff Sachs, n'est-ce pas? À savoir que la Chine est dominée par une idéologie confucéenne. Ce que les Chinois mettaient en avant tout au long des années 1990 et à nouveau au début du XXIe siècle, c'est qu'ils pouvaient s'élever pacifiquement parce qu'ils ont une culture confucéenne. Ils ne croient pas en la réelle politique. Ils ne croient pas davantage aux idées de John Mearsheimer que les Américains. Ainsi, vous avez ces deux pays, les États-Unis et la Chine, qui sont animés par des idéologies différentes, mais qui mettent néanmoins tous deux l'accent sur une montée en puissance pacifique. La théorie libérale américaine des relations internationales met en avant la montée pacifique, et le confucianisme aussi. Pendant de nombreuses années, on a donc pensé qu'à mesure que la Chine deviendrait plus puissante, qu'elle serait intégrée à des institutions comme l'Organisation mondiale du commerce, ce qui a vraiment stimulé sa croissance économique, il n'y aurait pas de problème. Mon argument depuis le début, et j'étais pratiquement une voix isolée dans le désert, était que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Parce qu'à mesure que la Chine devient plus puissante, elle va vouloir dominer l'Asie de l'Est. Elle va vouloir agir comme les États-Unis. En d'autres termes, la logique réaliste va s'imposer. Mais la plupart des gens pensaient que je vivais dans le mauvais siècle et que ce n'est tout simplement pas ainsi que le monde fonctionne. Nous vivons dans un monde où des idéologies comme le confucianisme et la démocratie libérale prévalent. Et tout irait bien. C'était l'opinion générale. Mais en réalité, la Chine a commencé à devenir de plus en plus puissante. Il a commencé à ressembler de plus en plus à un concurrent de même niveau que les États-Unis lorsqu'on considérait ses capacités économiques. Puis il a commencé à transformer ses capacités économiques en capacités militaires. Le résultat final, c'est que les États-Unis ont commencé à craindre la Chine. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Les Chinois ont soutenu que ce qu'ils faisaient était purement défensif. Les Chinois disaient « Qu'y a-t-il de mal à ce que nous renforcions un peu notre armée, maintenant que nous devenons plus puissants économiquement,
alors que vous, les États-Unis, êtes bien plus puissants militairement que nous. Les États-Unis ne voyaient pas les choses de cette façon. Les États-Unis considéraient chaque mesure prise par la Chine pour se défendre comme une manœuvre offensive contre eux. Comme tu le sais, Glenn, c'est le dilemme classique de la sécurité. Tout ce qu'un État fait pour se défendre paraît offensif aux yeux de l'autre camp. Et le résultat, c'est que les Chinois ont commencé à renforcer leurs capacités militaires à mesure qu'ils devenaient plus puissants. Je pense aussi qu'ils ont commencé à envisager de dominer l'Asie de l'Est. Comme je l'ai dit auparavant, cela a parfaitement du sens de leur point de vue. Si tu es chinois, la question que tu dois te poser est: veux-tu la présence militaire des États-Unis sous ton nez? Veux-tu l'armée américaine en Asie de l'Est? Si j'étais chinois, si j'étais le conseiller à la sécurité nationale de Deng Xiaoping ou de Xi Jinping, et qu'il me demandait ce que je pense de la présence militaire américaine en Asie de l'Est, je dis que je veux que les Américains partent. Je ne veux pas des Américains dans mon arrière-cour. Regardez, aux États-Unis, nous avons la doctrine Monroe. Nous ne voulons pas des Chinois dans l'hémisphère occidental. Eh bien, si nous ne voulons pas des Chinois dans l'hémisphère occidental, pourquoi les Chinois voudraient-ils des Américains en Asie de l'Est? Et la réponse est qu'ils ne devraient pas. Donc à mesure que la Chine devient plus puissante, il faut s'attendre à ce que les Chinois veuillent d'abord repousser les Américains au-delà de la première chaîne d'île, puis au-delà de la deuxième chaîne d'île. De leur point de vue, cela a parfaitement du sens. Et bien sûr, les Américains ne vont pas être contents de cela. Pas plus que les Japonais, les Philippins ou les Australiens ne vont l'être. Il va donc y avoir une énorme résistance. Et c'est bien sûr ce que vous observez aujourd'hui. Je pense donc que ce qui s'est passé ici, Glenn, d'une manière très importante, c'est que les idéologies qui sous-tendaient la pensée américaine et la pensée chinoise dans les années 1990 et durant la première décennie et demie du XXIe siècle ne se sont pas déroulées comme les gens l'avaient anticipé. Le monde n'est pas devenu pacifique. Le confucianisme et le libéralisme n'ont pas fourni de formule magique permettant à la Chine de s'élever pacifiquement. Je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que la logique réaliste fondamentale a repris le dessus. Dès lors qu'on a commencé à s'éloigner de l'unipolarité, dès que la Chine a atteint un point où elle pouvait être considérée comme une grande puissance, et dès que Poutine a ramené les Russes d'entre les morts, ce qui a fait qu'il y avait désormais 3 grandes puissances au lieu d'une seule. La logique réaliste était de retour sur la table, comme quelqu'un comme moi pouvait s'y attendre. Maintenant, est-ce que cela me rend heureux? Non. Mon livre dans lequel j'expose ma théorie réaliste s'intitule « La tragédie de la politique des grandes puissances ». Et j'aimerais souligner le mot « tragédie ». Je pense que c'est tragique, cette situation dans laquelle nous nous trouvons concernant les relations entre les États-Unis et la Chine. Mais je pense que c'est simplement ainsi que fonctionne le monde quand on est dans un système anarchique, dans un système où il n'existe aucune autorité supérieure. C'est ce à quoi il faut s'attendre. Et c'est pourquoi j'ai soutenu pendant très très longtemps, durant le moment unipolaire, que l'on finirait par atteindre le point où nous en sommes aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une situation tragique, et je regrette que nous en soyons là. Maintenant, vous avez posé la question, vers où tout cela se dirige-t-il? Mon point de vue est que vous devez distinguer la compétition sécuritaire de la guerre. Et je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il existe aujourd'hui et qu'il y aura dans un avenir prévisible une intense compétition sécuritaire entre les États-Unis et la Chine. Elle comporte indéniablement une dimension militaire, notamment à travers les structures d'alliance que les États-Unis ont mises en place en Asie de l'Est. Elle possède également une dimension économique,
qui tourne principalement autour des technologies de pointe. Cette compétition est là pour durer dans un avenir prévisible, cela ne fait aucun doute. Mais la question vraiment importante est de savoir si nous allons ou non assister à une guerre entre les deux parties. Et c'est un sujet qui me préoccupe, tout comme pratiquement tous ceux qui observent la situation actuelle en Asie de l'Est. Je ne pense pas que la guerre soit inévitable. Et il faut se rappeler que pendant la guerre froide, et ici nous parlons de la compétition sécuritaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, où les États-Unis s'efforçaient ardemment d'empêcher les Soviétiques de dominer l'Europe et même l'Asie de l'Est, nous n'avons pas eu de guerre. Cela s'est terminé pacifiquement. Nous avons certes connu une compétition sécuritaire intense, et il y avait un danger permanent de guerre, comme l'a montré la crise des missiles de Cuba, ainsi que les différentes crises de Berlin. Mais heureusement, nous n'avons pas eu de véritable guerre ouverte. Et mon grand espoir est qu'à l'avenir, la compétition sécuritaire en Asie de l'Est, qui ne disparaîtra pas, ne débouche pas sur une guerre ouverte. Je me souviens bien de l'ambiance idéologique de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Cet optimisme. Je pense que la correction réaliste à beaucoup de ces hypothèses, encore une fois fondées sur la théorie libérale, était que l'interdépendance serait un gain absolu qui produirait la paix. Selon moi, l'approche réaliste de l'économie politique se concentrait davantage sur le gain relatif, donc qui en profite le plus. Et je pense que cette interdépendance entre les Américains et les Chinois signifiait qu'à chaque année, le pouvoir de production se déplaçait des États-Unis vers la Chine. Chaque année, la Chine développait des technologies plus avancées. Chaque année, les Chinois gravissaient les chaînes de valeur mondiales, bouleversant la répartition internationale du travail, et la dette américaine continuait de croître, les Chinois continuant de la racheter. Donc, vous voyez, le déplacement relatif du pouvoir, à mon avis, a toujours exercé une pression sur la situation. Nous sommes arrivés à un point où les Américains s'inquiètent de l'ampleur prise par la Chine. Et bien sûr, la Chine estime également qu'elle est devenue trop importante pour l'architecture de sécurité régionale dirigée par les États-Unis. Donc, vous savez, cette méfiance mutuelle, je pense, était vouée à créer des tensions. Nous espérons simplement qu'il y aura une solution miraculeuse pour atténuer cela. Mais je dois dire que, même si je considère les Chinois qui suivent l'idéologie confucéenne, ils semblent néanmoins très réceptifs à vos idées, comme je le constate régulièrement dans les discussions politiques chinoises. Si je peux me permettre une remarque rapide, Glenn, un point supplémentaire. Lorsque j'ai commencé à me rendre en Chine au début des années 2000 pour parler de l'ascension de la Chine, l'argument le plus fréquemment avancé en Chine pour expliquer pourquoi la Chine pouvait émerger pacifiquement n'était pas l'argument confucéen. Celui-ci était certes utilisé, mais l'argument le plus souvent invoqué était celui de l'interdépendance économique, auquel vous faisiez justement allusion. Et c'était très intéressant. Les Chinois pensaient qu'à mesure qu'ils s'enrichissaient et devenaient dépendants du capitalisme, et que l'interdépendance économique devenait la norme, il était impossible que les États-Unis et la Chine entrent en guerre, car cela reviendrait en somme à tuer la poule aux œufs d'or. En d'autres termes, la prospérité dépendait de l'absence de guerre et de la prévalence de la coopération entre les États-Unis et la Chine. Et tout le monde était intéressé par la prospérité. C'était l'objectif principal de la Chine et c'était l'objectif principal des États-Unis. Ainsi, l'interdépendance économique serait la formule magique et elle renforcerait l'idéologie confucéenne. Maintenant, ma réponse à cela à l'époque, et bien sûr, c'est toujours ma réponse, est que l'interdépendance économique suppose que l'objectif clé des États est la prospérité.
Et il ne fait absolument aucun doute que la prospérité compte énormément pour les États. Je choisis mes mots avec soin ici. La prospérité compte énormément pour les États, tant pour la Chine que pour les États-Unis. Je comprends donc pourquoi les gens avançaient cet argument. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que la survie doit toujours rester l'objectif principal. Et la survie prime sur la prospérité, parce que, évidemment, si vous ne survivez pas, vous ne pouvez pas prospérer. D'accord? Et la survie dans un système anarchique signifie que vous accordez une grande importance à l'équilibre des pouvoirs, comme je l'ai souligné au début de l'émission. Cela signifiait donc que, à mesure que la Chine devenait économiquement plus puissante, même s'il existait cette interdépendance économique, et même si cela rendait tout le monde des deux côtés plus prospère, le fait est que la montée en puissance de la Chine serait perçue comme une menace pour la survie américaine. C'est simplement ainsi que fonctionne la politique internationale. Encore une fois, je ne m'en réjouis pas. Mais si vous étudiez la politique internationale assez longtemps, vous ne pouvez qu'observer ce phénomène fondamental. Ainsi, la Chine est devenue puissante, comme la théorie de l'interdépendance économique l'avait prédit. Il y avait beaucoup de prospérité des deux côtés, mais néanmoins, ce qui a vraiment motivé les Américains, après je dirais environ 2017, c'était un mot que vous avez utilisé au début de la conversation, la peur. La peur de la Chine. Et pourquoi y avait-il une peur de la Chine? Parce que la Chine devenait très puissante, n'est-ce pas? Toute cette prospérité économique menait à une Chine militairement plus puissante. Et cela allait générer de la peur. En Asie de l'Est, en ce qui concerne le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie, etc., cela allait générer de la peur aux États-Unis. Et le résultat final, c'est que vous allez avoir une compétition sécuritaire en Asie de l'Est qui va l'emporter sur toute cette théorie d'interdépendance économique. Et je pense qu'en grande partie, c'est exactement ce qui s'est passé au fil du temps.